Une équipe du SWAT a électrocuté une femme noire devant son mari. Il a prononcé 5 mots qui les ont figés. « Recule, mon vieux, ou tu seras le prochain !» a crié un policier masqué au moment où le taser s'est déclenché. Eleanor est tombée au sol, son corps de 65 ans secoué de violentes convulsions, tandis que des sacs de course explosaient autour d'elle. Des œufs se sont brisés, des pommes ont roulé sous les bottes tactiques et du lait a éclaboussé le béton. De l'allée, Marcus Washington, 68 ans, l'a regardé s'effondrer comme une marionnette au fil coupé. Pas une seconde, son visage n'a trahi la panique ou la colère. Des décennies de discipline acquise lors de missions qui n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire lui ont permis de maîtriser sa respiration. Le regard alerte alors que la botte d'un officier la plaquait contre le sol. Il a évalué la situation avec la précision de quelqu'un entraîné à survivre à l'impossible. Quelques minutes plus tôt, le quartier calme de Pineview avait été envahi par des SUV noirs qui avaient freiné brusquement devant la résidence des Washington. Des hommes en tenue tactique en avaient sauté, armes à la main, hurlant des ordres. « Police! Tout le monde à terre !» Marcus se tenait sous la voiture de sa voisine, en train de faire la vidange, lorsqu'il aperçut les bottes tactiques qui l'entouraient. Elle se leva lentement, les mains visibles, maculées de graisse. « Il doit y avoir une erreur », commença-t-il, mais le canon d'un fusil fit un geste, lui ordonnant de se taire. C'est alors qu'Eleanor arriva avec les courses et se gara dans l'allée. La confusion se lisait sur son visage en voyant les hommes armés encercler son mari. « Marcus, que se passe-t-il » 3 policiers braquèrent immédiatement leurs armes sur elle. « Lâchez les sacs, les mains bien en vue !» Eleanor se figea, les sacs en papier pressés contre sa poitrine. « S'il vous plaît, je... » Elle n'obéissait pas assez vite. La voix nerveuse d'un jeune policier trancha l'air. La voix de Marcus trancha le chaos. « C'est ma femme, elle porte juste des courses. » Une botte la pressa plus fort dans le dos. « Suspecte peu coopérative, madame. Dernier avertissement. » Eleanor commença à poser les sacs, mais ses mains arthritiques ne pouvaient bouger assez vite. « Suspecte peu coopérative, » répéta le jeune officier en s'avançant et en sortant son taser. C'est alors que tout s'écroula. Le taser se déclencha. Eleanor tomba, et Marcus observa chaque mouvement avec le calme de quelqu'un qui a été témoin des pires horreurs de l'humanité. Le temps sembla s'arrêter, tandis que des décennies d'expérience au plus haut niveau des opérations, militaires secrètes, se cristallisaient en un instant de clarté absolue. « Laissez-moi monter », dit-elle d'un ton calme et autoritaire. Le commandant hésita, puis hocha la tête. Marcus se leva, toujours menotté, et fixa l'homme droit dans les yeux. Il prononça 5 mots qui changèrent tout. Appelez le général Santiago. L'effet fut instantané. Le commandant du SWAT cligna des yeux, une confusion passagère traversant son visage. Autour d'eux, l'équipe tactique maintenait ses positions, armes toujours à la main. « C'est censé nous faire peur, mon vieux. On exécute un mandat contre Rafael Mendiz, trafic de haut niveau. » Marcus ne broncha pas. Son expression resta inchangée, les yeux fixés sur le commandant. « Ici 457 Alama Pineview. Vous voulez 457 Pineview Avenue. Code postal. Différent. » Sa voix resta ferme, même si Eleanor était toujours immobile sur le béton. « Maintenant, coupez ses menottes et appelez le général Diego Santiago au commandement central. J'ai besoin de voir ma femme. » Il ajouta, « Elle a des problèmes cardiaques. » Un membre de l'équipe tactique, plus âgé que les autres, s'approcha et murmura quelque chose au commandant. L'homme pâlit, visiblement. Ce que personne n'aurait pu imaginer à ce moment-là, c'est que derrière cet homme noir apparemment ordinaire, aux mains tachées de graisse de moteur, se cachait une histoire qui remontait à des opérations militaires, d'élite qui sauvèrent des milliers de vies, des opérations menées sous le commandement d'un homme dont l'autorité figeait encore sur place des officiers entraînés. Si vous avez déjà été témoin d'une injustice qui vous a fait bouillir le sang, vous savez que parfois, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de crier le plus fort, mais dans le fait de savoir exactement quels mots peuvent tout changer en un instant.
Inscrivez-vous pour découvrir comment 5 simples mots ont poussé toute une équipe du SWAT à déposer les armes et comment un homme sous-estimé à cause de sa couleur de peau a transformé une tragédie imminente en une leçon de respect que ses officiers n'oublieraient jamais. Le commandant resta paralysé pendant 2 secondes qui semblèrent interminables. « Vérifiez l'adresse !» ordonna-t-il finalement à l'un de ses hommes sans quitter Marcus des yeux. « Monsieur, je confirme une erreur d'adresse. Ici, 457 Alama Pine View. Le mandat concerne le 457 Pine View Avenue. » La peur se répandit parmi les officiers comme une infiltration d'eau à travers le béton. Le nom du général Santiago n'était pas mentionné à la légère. Ceux qui avaient servi le plus longtemps connaissaient sa réputation. Un homme dont les ordres avaient façonné des opérations qui n'apparaîtraient jamais dans les rapports officiels, mais qui avaient sauvé des milliers de vies. « Coupez-lui les menottes » ordonna le commandant, la voix sensiblement moins assurée. Marcus s'agenouilla immédiatement près d'Eleanor, lui prenant le pouls de ses doigts expérimentés. « Nous avons besoin d'un médecin immédiatement. » Sa voix ne monta pas d'un ton, mais elle était imprégnée d'une autorité qui fit se précipiter l'ambulancier de l'équipe vers elle. 40 minutes plus tard, à l'intérieur de la résidence Washington, le chaos continuait à l'extérieur. Eleanor se reposait sur le canapé, une couverture enroulée autour de ses épaules et une compresse froide contre sa poitrine, là où les sondes du taser avaient frappé. Marcus était assis à côté d'elle, une main toujours posée sur la sienne, ses yeux scrutant fréquemment le mouvement à l'extérieur de la fenêtre. « Tu ne m'as jamais parlé d'un certain général Santiago » murmura Eleanor, la voix encore tremblante. Marcus lui offrit un sourire las. « Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites, ma belle, pour une raison. » Eleanor observa son mari de 43 ans. L'homme qui construisait des rampes pour les personnes en fauteuil, roulant le samedi et apprenait à des jeunes en difficulté à réparer des moteurs le mardi. L'homme dont les mains calleuses étaient si douces lorsqu'elles touchaient les siennes. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle. « Marcus Washington » répondit-il. Avant qu'il puisse répondre, le bruit d'un puissant moteur coupa la conversation. Une voiture noire immatriculée militaire était garée derrière les véhicules de police. L'homme qui en sortit portait un costume impeccable et se déplaçait avec la précision de quelqu'un habitué à des environnements bien plus hostiles qu'un quartier de banlieue. Marcus se leva et se redressa. « Il est arrivé, général Diego. Santiago !» balbutia le commandant en courant pour l'intercepter. Le regard de Santiago parcourut la scène, évaluant chaque détail avec l'efficacité de décennies d'entraînement. Marcus le rejoignit à la porte. Les deux hommes se fixèrent, en silence pendant un instant qui sembla contenir des décennies d'histoire commune. Puis, avec une cérémonie précise, le général leva la main en un salut impeccable. Marcus la lui rendit, son premier geste militaire en 16 ans. « On m'a dit que vous étiez mort », dit finalement Santiago. « Seulement par profession », répondit Marcus. Le regard de Santiago se porta sur Eleanor sur le canapé et sa mâchoire se contracta visiblement. Lorsqu'elle se tourna vers l'équipe tactique, sa voix était si autoritaire que personne n'osa bouger. « Cet homme, » commença-t-elle en désignant Marcus, « a rédigé les protocoles que vous venez de violer. » Le silence qui suivit fut rompu par la voix de l'officier le plus haut gradé de l'équipe. « Washington » murmura-t-elle, pâlissant de reconnaissance. « M.W. Washington, l'auteur du manuel d'engagement civil que nous avons étudié lors de notre formation avancée. » Marcus hocha la tête, acquiesçant sans fierté, tandis que le commandant tentait d'expliquer l'erreur d'adresse. Eleanor observait son mari d'un œil neuf. En 22 ans de mariage, elle avait connu l'homme qui se réveillait avec des cauchemars inexpliqués, qui refusait de s'asseoir dos à la porte dans les restaurants, qui avait créé un jardin communautaire sur le terrain abandonné du quartier. Mais elle n'avait jamais imaginé que son mécanicien à la retraite avait été l'architecte de protocoles qui formaient les forces spéciales à interagir avec les civils. Des protocoles qui obligeaient les officiers à repenser la façon dont ils utilisaient la force. Santiago s'adressa au commandant. « Où est-il » Le jeune officier fut amené devant lui, visiblement tremblant,
son équipement désormais sans protester. Il retira son gilet tactique, son arme et son badge, les déposant sur le capot du véhicule le plus proche. « Vous êtes congédié. Présentez-vous à votre capitaine pour une réaffectation administrative. » Personne ne parla tandis que l'officier se dirigeait vers un véhicule et s'asseyait à l'intérieur, la tête basse, conscient que sa carrière venait d'imploser. Santiago se tourna vers Marcus et sortit une enveloppe scellée de sa veste. Ceci contient deux choses, des excuses officielles du département et la réactivation de vos accréditations. Nous avons besoin de vous. Marcus regarda l'enveloppe, mais ne fit aucun geste pour la ramasser. « Le monde ne change jamais, Diego, » répondit-il doucement. « Seulement les uniformes et les armes. » Il regarda Eleanor. « Mon service est désormais pour elle et pour ceux qui ont besoin de réparations automobiles, pas pour des solutions tactiques. » La semaine suivante, tandis qu'Eleanor récupérait chez elle, Marcus rendit discrètement visite au commissariat. La réceptionniste tenta de l'orienter vers le service des affaires civiles, mais il se contenta de remettre une carte au nom du général Santiago et fut immédiatement conduit au bureau du chef de la police. Ce que personne ne savait, c'est que tandis que les médias locaux rapportaient la mise en œuvre du nouveau protocole de formation policière en 5 mots, mettant l'accent sur la désescalade et l'identification, Marcus collectait silencieusement les preuves de tous les incidents similaires des 5 dernières années, chaque cas d'usage excessif de la force, chaque effraction à la mauvaise adresse, chaque profilage racial déguisé en soupçon raisonnable. Car Marcus Washington ne cherchait pas seulement à obtenir justice pour elle. Il préparait une refonte complète du système qui avait permis que cela se produise. L'agent qui avait tasé Eleanor ne serait que le premier à perdre son badge. Le reste viendrait avec le temps, méticuleusement documenté et présenté avec une précision chirurgicale qui avait fait de Marcus une légende des opérations les plus dangereuses au monde. Parfois, expliqua Marcus à l'étudiant en nez, droit qu'il aidait à rassembler les dossiers, le système a besoin d'être réparé de l'intérieur comme un moteur défectueux. Il ne suffit pas de remplacer une pièce cassée. Ce que la police n'imaginait pas, c'est que ce vieil homme noir, électrocuté dans son allée, était en train de monter petit à petit une affaire qui allait changer à jamais la formation policière de la ville. Une affaire basée sur leur propre protocole qu'ils avaient juré de suivre, mais qu'ils avaient commodément ignoré lorsqu'il s'agissait d'un quartier où la majorité des habitants n'étaient pas blancs. 3 semaines après l'incident, le chef de la police, Michael Brennan, était assis, mal à l'aise, devant les caméras de télévision, le visage ruisselant de sueur, tandis que les flashs des photographes se déclenchaient sans cesse. Le département de police annonce aujourd'hui la mise en œuvre immédiate du protocole en 5 mots, a-t-il déclaré, un programme de formation obligatoire axé sur la désescalade, l'identification correcte et le respect de la dignité des civils lors de toutes les interactions. Ce que le chef Brennan n'a pas mentionné, c'est la réunion qui avait eu lieu la veille au soir dans son bureau, où Marcus Washington avait posé calmement un dossier de documents sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Brennan, irrité par cette intrusion imprévue. « Des preuves » a simplement répondu Marcus, 57 incidents de recours excessif à la force dans des quartiers à majorité noire et latino au cours des 3 dernières années, 15 cambriolages à de mauvaises adresses, 23 cas avérés de profilage racial, 8 civils tués, aucun policier tenu responsable. Le visage du chef pâlit tandis qu'il feuilletait les documents méticuleusement classés. Chaque cas était accompagné de déclarations, de photos et, plus inquiétant encore, d'extraits du manuel d'engagement civil rédigé par Marcus lui-même, chaque violation étant surlignée en rouge. « Ça ne peut pas sortir » balbutia Brennan. « Ça arrive déjà » l'informa Marcus avec un calme mortel. Demain matin, 3 journalistes en recevront des exemplaires. Le bureau du procureur général et la division des droits civiques, du FBI aussi. C'est alors que Brennan remarqua le petit appareil posé sur la table. Un enregistreur qui enregistrait tout en temps réel. Il se tut. Confortablement installée dans son salon, Eleanor regardait la conférence de presse à
La télévision. Le chef annonçait des changements dans la formation, la révision des politiques de recours à la force, la création d'une commission civile indépendante chargée d'examiner les plaintes contre la police et le licenciement immédiat de 7 agents, dont le commandant qui avait perquisitionné leur domicile. « Est-ce suffisant » demanda Eleanor d'une voix douce. Marcus observa un journaliste demander au chef si ces changements étaient liés à l'incident de Washington, devenu viral sur les réseaux sociaux. L'expression gênée de Brennan en disait long. « Il ne s'agit pas de suffire, » répondit Marcus. « Il s'agit de système, pas d'individu. Un véritable changement prend du temps. » Le lendemain, le téléphone sonna. L'étudiante en droit qui avait aidé Marcus était aux anges. Monsieur Washington, le juge Freeman a accepté notre recours collectif. Nous allons représenter toutes les familles touchées par les abus policiers des 5 dernières années. Marcus sourit. La deuxième phase de son plan était en cours. Pendant que la police se concentrait sur les changements de politique publique, le vrai travail commençait devant les tribunaux. Rendre justice à chaque famille ayant souffert comme la sienne. La semaine suivante, la jeune policière qui avait tasé Eleanor fut la première à être appelée à la barre, tremblante sur la chaise des témoins. Elle faisait face non seulement au procureur, mais aussi à Marcus Washington lui-même, assise calmement au premier rang. « Agent Ramirez, » demanda l'avocat, « pourquoi avez-vous activé votre taser contre une femme de 65 ans portant des sacs de course? »« Je pensais qu'elle représentait une menace, » balbutia Ramirez. « Une menace !» répéta l'avocat en montrant une vidéo prise par une caméra piéton. L'enregistrement montrait clairement Eleanor, confuse et effrayée, abaissant lentement les sacs. Soudain, une autre voix retentit dans l'enregistrement. La voix de Ramirez. « C'est une vieille femme noire dans un quartier de drogue, probablement une complice. Si elle résiste, neutralisez-la. » Le visage de l'officier devint blême. « Je n'ai jamais dit ça, » protesta-t-il faiblement. L'avocat sourit. « Vous ne l'avez pas dit devant la caméra, mais je l'ai entendu sur l'autoradio en route vers l'opération. » Une radio qui, comme le savait M. Washington, enregistrait automatiquement toutes les communications. Sur le banc des accusés, l'ancien commandant fixait Marcus avec un mélange de colère et d'incrédulité. Comment avait-il pu être aussi arrogant? Sous-estimer cet homme à ce point? La réponse était simple. Il ne voyait qu'un homme noir âgé dans un quartier bourgeois. Il ne voyait pas le stratège militaire qui avait passé des décennies à anticiper les menaces, à évaluer les risques et à exploiter les faiblesses des systèmes. À la fin de cette semaine, la police a proposé un accord à l'amiable de plusieurs millions de dollars à toutes les familles concernées, non par générosité, mais par crainte des révélations de Marcus Washington si l'affaire se poursuivait. À sa sortie du tribunal, un journaliste s'est précipité sur Marcus. « Monsieur Washington, quel effet cela fait-il de savoir que vous avez complètement changé la politique de l'une des plus grandes forces de police du pays ?» Marcus a regardé la caméra, le visage serein mais déterminé. « Je n'ai rien changé moi-même. J'ai juste exposé la vérité qui était déjà là, attendant d'être révélée. Le véritable changement se produit lorsque les systèmes sont contraints d'admettre leurs propres failles. » Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Marcus aperçut un jeune policier fraîchement diplômé qui observait la scène. Visiblement nerveux, le jeune homme s'approcha. « Monsieur Washington » commença-t-il avec hésitation, « je suis nouveau dans la police. Nous étudions ce cas à l'académie pour illustrer ce qu'il ne faut pas faire. Je voulais juste vous remercier. » Marcus observa le jeune policier un instant. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que ce qui lui est arrivé aurait pu être celui de ma mère, et maintenant, nous sommes formés différemment à cause de cela. » Ce que personne dans cette salle d'audience n'aurait pu prédire, c'est que la véritable révolution ne résidait pas seulement dans la refonte des politiques ou le licenciement des policiers, mais dans quelque chose de bien plus profond et durable. Alors que les cadets de l'Académie de police étudiaient désormais l'affaire Washington comme un élément fondamental de leur formation, quelque chose était en train de changer dans la façon dont les futurs policiers percevaient leur mission et la communauté qu'ils avaient juré de protéger.
La graine de la transformation avait été semée non pas dans la colère d'un homme lésé, mais dans la précision chirurgicale de quelqu'un qui comprenait que la vraie justice n'est pas la vengeance, mais la reconstruction. 6 mois s'étaient écoulés depuis le témoignage de l'ancien officier Ramirez. Le printemps était arrivé à Pineview, et avec lui, les fleurs du jardin des Washington. Eleanor, physiquement rétablie mais portant encore des cicatrices invisibles du traumatisme, cultivait ses rosiers tout en observant le mouvement inhabituel dans la rue. « Encore une ?» demanda Marcus en sortant du garage avec une tasse de café. Eleanor sourit en désignant une voiture discrètement garée de l'autre côté de la rue. « Aujourd'hui encore, » dit-elle, « les élèves officiers de l'académie continuent leur pèlerinage. » Depuis que l'affaire Washington est devenue une étude obligatoire, les jeunes officiers s'y arrêtent souvent, certains simplement pour voir la maison où l'histoire a commencé, d'autres assez courageux pour demander conseil à l'homme qui a transformé une tragédie personnelle en changement institutionnel. Ce matin-là, le téléphone sonna tôt. La voix du général Santiago avait changé. Il ne cherchait plus à convaincre Marcus de revenir, mais proposait une nouvelle proposition. « Ils ont créé un poste, » expliqua Santiago, « commissaire, de surveillance civile. Vous superviserez toutes les opérations tactiques de la police métropolitaine. Vous serez directement rattaché au maire. Le comité de sélection vous recherche. » Marcus observa Eleanor dans son jardin, constatant que ses mouvements trahissaient encore une certaine prudence à la vue des véhicules de police. « Qui d'autre fait partie du comité ?» demanda-t-il. « Le chef, Brennan, » répondit Santiago avec une pointe d'amusement. Il n'avait pas le choix au tribunal. Le recours collectif contre le service de police s'acheva par un accord historique. 75 millions de dollars d'indemnisation pour les familles concernées, une refonte complète des protocoles de formation et la création d'une commission civile permanente habilitée à licencier les agents qui violent les droits civiques. L'ancien commandant du SWAT, désormais agent de sécurité dans un supermarché de l'autre côté de la ville, suivait les informations avec amertume. Son nom était devenu synonyme de négligence policière. Lors de séminaires de formation organisés à travers le pays, sa réputation le précédait. Sa femme l'avait abandonné, emmenant les enfants dans un autre État suite au scandale. Sa pension de retraite avait été réduite à néant. Le plus étonnant, a commenté un avocat à la télévision, c'est que M. Washington aurait pu intenter une action bien plus personnelle. Au lieu de cela, il a insisté pour que toutes les victimes soient incluses. C'est une justice rare. Le jour du vote pour le nouveau poste, Marcus était assis au dernier rang de l'auditorium municipal. Le maire annonça la décision unanime du comité. Marcus Washington serait le premier commissaire de police à surveillance civile de l'histoire de la ville. Alors qu'il montait sur scène pour accepter, son regard croisa celui d'Eleanor, au deuxième rang. « J'ai accepté ce poste. » « Pour une raison simple, » commença Marcus. « Il ne suffit pas de réparer une porte cassée. Il faut s'assurer que personne d'autre ne s'introduise par effraction. » Dans le public, l'étudiant en droit qui l'avait aidé à rassembler des preuves observait avec admiration. À côté de lui, 3 familles dont les proches avaient été maltraitées par la police observèrent la scène avec un espoir renouvelé. « On me demande souvent ce que je pense des policiers impliqués dans mon affaire, » poursuivit Marcus. « En vérité, il n'a jamais été question de vengeance. Il n'a jamais été question de détruire des carrières ou des vies. Il s'agissait de transformer des systèmes défaillants en instruments de protection réelle et non d'oppression. » 2 ans plus tard, un long rapport paru dans la National Gazette soulignait les résultats. Les incidents de recours excessif à la force ont diminué de 86%. Les invasions de domicile injustifiées ont été nulles au cours des 18 derniers mois et la satisfaction de la population envers la police a augmenté de 72%. Le modèle de Washington, comme on l'a surnommé, a été adopté par 12 autres villes. L'Académie nationale de police a entièrement repensé son programme d'engagement communautaire et le manuel mis à jour comprenait une étude de cas détaillée sur l'incident qui a tout changé. Un après-midi d'automne, Eleanor regardait par la fenêtre Marcus discuter avec un groupe de jeunes policiers dans son jardin,
3 noirs, 2 latinos et une femme. Tous écoutaient attentivement sa démonstration de la bonne approche à adopter envers une personne âgée. Aviez-vous imaginé que cette terrible journée nous amènerait ici? Demanda-t-elle à son retour. Marcus l'embrassa sur le front. Non, répondit-il, mais j'ai toujours su que tout système, aussi défaillant soit-il, peut être réparé avec les bons outils et la volonté de bien faire le travail. Ce soir-là, alors qu'ils regardèrent les informations, un reportage spécial soulignait le 5e anniversaire du protocole des 5 mots. La caméra montrait de nouvelles recrues en formation, étudiant l'affaire Washington et pratiquant des techniques de désescalade. Nous comprenons que la protection policière ne fonctionne que lorsque la communauté entière est valorisée sur un pied d'égalité, expliqua un instructeur. L'origine ethnique, l'âge ou le statut socio-économique ne devraient jamais déterminer la façon dont un citoyen est traité. Eleanor serra la main de Marcus. « Ces 5 mots ont vraiment tout changé, » murmura-t-elle. « Ce n'étaient pas les mots, » répondit Marcus doucement. C'était ce qui est venu après. La résistance silencieuse, la détermination non seulement à gagner une bataille, mais à transformer la guerre. Dans le garage, un dossier usé contenait l'enveloppe que le général Santiago avait laissée ce jour fatidique, jamais ouverte, jamais utilisée. À côté, une collection de lettres de remerciements de familles ayant enfin obtenu justice, de cadets inspirés à servir différemment et de communautés qui ne tremblaient plus au son des sirènes. La jeune recrue qui avait contacté Marcus, après le procès, dirigeait désormais une unité d'engagement communautaire primée. Monsieur Washington m'a appris que la véritable autorité ne vient pas d'un insigne, a-t-elle expliqué lors d'une interview. Elle vient du respect que l'on gagne en protégeant la dignité de chaque personne que l'on rencontre. Lorsque les journalistes demandaient à Marcus s'il se considérait comme un héros, sa réponse était toujours la même. Les vrais héros sont ceux qui transforment les systèmes brisés au lieu de simplement y survivre. Ce sont ceux qui utilisent la douleur comme un outil pour construire un monde meilleur, et non comme une arme pour aggraver la souffrance. Sur l'une des plaques inaugurant le nouveau centre de formation aux droits civiques figurait une citation simple « Les systèmes, pas les individus, le changement, pas la vengeance ». Ce qui a commencé par 5 mots prononcés sous une pression extrême s'est transformé en une véritable philosophie de réforme, prouvant que la véritable justice ne consiste pas à punir les coupables, mais à reconstruire un système qui ne crée plus de victimes.